Bonsoir et bienvenue dans Entre deux, une émission de rencontre avec les passeurs d'art et de culture. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Astoria d'Aix-les-Bains et le sous-titre de notre émission pourrait être Entre deux scènes, car nous allons évoquer le théâtre, le cinéma, les chemins du métier d'acteur. Si on fait un bref rappel historique, le premier acteur serait le grec Kepsis, qui aurait joué en 534 avant Jésus-Christ au théâtre d'Athènes pour les fêtes de Dionysos et serait devenu le premier à interpréter des paroles. Séparément du chœur, bien sûr, et dans une pièce de théâtre. Avant lui, les histoires étaient toujours racontées avec des danses ou des chansons et à la troisième personne. C'est le dramaturge grec Échille qui est le premier à introduire un deuxième personnage, puis Sophocle en fait intervenir un troisième. Notre invité de ce soir a 23 ans. Il est acteur de théâtre et de cinéma. Il a déjà joué sous la direction de Robert Benucci et de Pierre Viard à la Comédie Française. Il a été dirigé par de nombreux jeunes cinéastes belges. Très éclectique, il est attiré aussi bien par l'écriture de Feydeau que de Shakespeare, de Jan Fabre ou de Rainer Müller. Tout ça pour le théâtre. Quant au cinéma, ses goûts vont aussi bien vers Téchiné ou Chabrol que vers Daniel Thompson. Il a tout dernièrement interprété le monologue de Jan Fabre, L'Empereur de la Perte, dans une mise en scène d'Antoine Guillot. Et ce fut une véritable performance. Un métier donc, une approche, mieux saisir, mieux connaître, mieux comprendre le métier d'acteur. Et c'est l'acteur Noémie Béchelen qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Noémie Béchelen, bienvenue, je vous en prie, ici même. Merci de répondre à notre invitation. Bien, alors Noémie, si vous me permettez, je vais commencer par une citation. Le monde entier est une vaste scène de théâtre. Et tous les hommes et les femmes en sont les acteurs. Ils ont leurs entrées sur scène et leurs sorties de la scène. Et un jeune homme y joue, durant sa vie, de nombreuses pièces. Vous avez reconnu l'auteur, bien entendu, Shakespeare. Acteur, théâtre, scène, pièce, tous les mots y sont. La présence dans la vie, la présence au théâtre. Un commentaire sur cette citation, Noémie, par rapport à vous? Elle m'évoque surtout le fait que je pense qu'on ne peut pas jouer sans vivre, sans être le propre acteur de sa vie. C'est-à-dire que si vous êtes passif et si rien ne vous intéresse, ou rien ne vous touche, ou rien ne vous transporte, vous ne pouvez pas communiquer quelque chose. Et on est tous acteurs de sa propre vie. Alors il y en a comme moi qui ont choisi d'être acteurs de sa propre vie et puis acteurs de celle des autres, dans celle des autres, dans celle des metteurs en scène, dans celle des auteurs. Mais c'est un métier passionnant, c'est quelque chose d'étrange en même temps. Donc voilà, le fait d'être acteur et de ne pas être... Le fait d'être actif et de ne pas être passif, ça c'est quelque chose qui, pour moi, est particulièrement important. Tout à fait. Alors, vous venez de donner les deux mots, métier, passion. Vous vous situez où, vous, alors? Pour moi, c'est ma passion et c'est un... J'ai toujours du mal... Enfin, c'est un métier, ça ne me pose pas de problème de le dire. J'ai du mal à dire que je travaille. Parce que c'est du travail, c'est épuisant, c'est fatigant, ça a tous les symptômes du travail quelconque, mais en même temps, c'est pas la mine, quoi. Donc, quand je pars en répétition à 8h du matin, et que même si quelquefois je rentre tard ou sur un plateau de cinéma, et que ça peut durer quelquefois très tard, j'ai pas l'impression de souffrir, qu'il y ait la notion d'épuisement ou de souffrance qu'il peut y avoir dans la notion de travail, comme on peut l'entendre de façon classique. Mais oui, moi, mon métier est ma passion, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Alors, est-ce que vous diriez que le métier d'acteur est sportif?
plus au théâtre qu'au cinéma, mais il faut quand même avoir une certaine condition physique. Et oui, je crois qu'il y a quelque chose du sportif dans l'effort, dans la notion d'effort et d'endurance, surtout au théâtre, quand vous avez les répétitions, quand vous avez après les représentations. Si par hasard il y a une tournée, ça c'est carrément sportif, parce que c'est d'une ville à l'autre avec pas beaucoup d'heures de sommeil, on est loin de chez soi et de ses proches. Alors en général c'est agréable au début, puis ça devient un petit peu long à la fin. Oui, il y a quelque chose, voilà, dans la notion d'endurance, j'aime l'idée du rapprochement avec le sportif. Alors, tout à l'heure vous évoquiez la notion de métier. Jouer la comédie n'est pas facile. Est-ce que ça s'apprend et comment? Je crois que ça ne s'apprend pas. Je ne crois pas qu'on apprenne vraiment à jouer la comédie. Je crois qu'on a la possibilité, la capacité d'incarner des personnages parce qu'on a d'abord une forme de talent en soi à la base, et puis parce qu'on a un metteur en scène qui nous aiguille vers sa vision à lui, dans son univers, dans ces zones obscures que sont son univers, son texte. Voilà. Je ne pense pas qu'on apprenne, je pense que les écoles où on apprend à jouer, il y a des bases, savoir porter la voix au cinéma, au théâtre, ne pas regarder la caméra au cinéma, ce genre de choses. Oui, ça s'apprend, mais ça s'apprend, on apprend tellement plus sur le plateau, on apprend tellement plus en travaillant. Avec les metteurs en scène, moi j'ai rien appris dans les écoles, j'ai tout appris avec les metteurs en scène. Et j'apprends chaque fois que je change de metteur en scène, et même quand je travaille plusieurs fois avec le même, j'apprends toujours de nouvelles choses. Je pense que j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, relu un bouquin de Stanislavski. Au bout de 4 pages, j'avais envie de grimper au rideau, parce que il y a des choses effectivement qui sont relativement vraies pour moi. C'est-à-dire que je lis et je dis, ah oui, ça je fais ça comme ça. Mais un autre très très bon acteur pourrait faire un truc radicalement différent. Donc voilà, je pense que ça ne s'apprend pas. Bien. Alors, changer de rôle, changer d'univers, est-ce que le métier d'acteur n'est pas aussi un métier dangereux psychologiquement? Moi, c'est pas comme ça, en termes de danger, que je vois les choses. Parce que j'ai la capacité de faire la différence entre ce qui se passe au théâtre, au cinéma, et ce qui se passe dans la vie. C'est parfois, effectivement, un petit peu limite. On peut avoir des attitudes dans la vie qui sont des choses qu'on a gardées du rôle, que l'on a travaillé la journée, mais c'est pas psychologiquement dangereux. Je crois pas. Je crois que peut-être que pour les gens qui seraient peut-être un peu plus fragiles, il peut y avoir une forme de danger, mais si vous jouez à un serial killer, vous n'allez pas vous prendre pour un serial killer dans la vie. Par contre, peut-être que ce serial killer-là a une façon de fumer, une façon de boire des bières, que vous allez garder le soir en rentrant chez vous. Voilà. Mais non, par contre, on peut être envahi par un rôle pendant la durée où on l'incarne, et puis après, ça s'en va petit à petit. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit dangereux. Moi, je me suis jamais senti en danger. Je vois pas mon métier comme ça, comme quelque chose de dangereux. Si je travaillais pour le GIGN, je ferais un métier dangereux. Ouais. Alors, on pourrait vous poser la question à la suite de ça. Avez-vous une définition de ce que c'est un bon acteur? Alors, d'abord, je vais vous répondre. J'ai pensé à vous avant de venir. Je me suis dit que vous alliez me poser la question, avez-vous une définition de ce que c'est qu'être un acteur, pas de ce que c'est être un bon acteur. Donc, je savais que j'avais écrit quelque part quelque chose là-dessus, et j'ai retrouvé, donc je l'ai amené, un papier, quand je répétais l'empereur de la perte, d'ailleurs je m'en passe, c'est le petit flyer qui était donné, j'ai écrit ça dans ma loge un jour avant de jouer, j'ai écrit « Vivre le sujet, jouer avec l'action du verbe, détourner le sens du complément et abuser des formes de son corps, c'est ça, être complètement acteur. » Donc c'était belle grammaire. Voilà, c'était un sens que j'avais envie de donner à ce que pouvait être un acteur. Après, un acteur, c'est un tas d'autres choses. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais être un bon acteur, ça n'existe pas. Rivette disait il n'y a pas de bons acteurs, il n'y a que de bons metteurs en scène.
Alors, il est clair qu'il faut avoir un minimum de talent à la base, être quand même capable de transmettre des choses à la base, et puis après, c'est tellement subjectif. C'est aussi un métier, il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on peut se sentir comme dans le métier d'acteur, c'est-à-dire aussi bien formidable au mois de janvier et absolument catastrophique au mois de mars. Parce que ça dépend du metteur en scène, ça dépend de la pièce, ça dépend du texte, ça dépend de... Voilà, j'ai pas de définition de ce qu'est un bon acteur. Je sais qui, moi je trouve, est un bon acteur. Alors, je vous poserai la question plus tard. Ça, je le sais. Mais voilà, moi, c'est un point de vue. C'est quelque chose d'aussi subjectif que êtes-vous beau, êtes-vous laid. Tout à fait. Voilà, c'est pas... Pour moi, il y a ce côté, il n'y a que des bons metteurs en scène, des mauvais metteurs en scène. Et la différence peut-être qu'un bon acteur, ou un acteur en tout cas suffisamment capable, peut avoir par rapport aux autres, c'est que face à un très mauvais metteur en scène, il s'en sort toujours. C'est vrai. Sans être exceptionnel. Alors, justement, vous avez parlé du texte. Chacun peut penser que le principal support de l'acteur est le texte. Mais il peut également, et c'est votre cas, se servir de la danse et du chant selon les besoins du rôle. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette notion de pluridisciplinarité qu'on peut avoir chez un acteur? Je ne crois pas qu'on doive avoir ça forcément. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on doive l'avoir. Moi, c'était ce qui m'animait à la base, c'était la curiosité. Donc il est clair que quand on est acteur, à la base, c'est le texte. C'est le texte qui est important et le corps. On dit souvent que les acteurs classiques jouaient avec le texte, que les acteurs modernes jouent avec le corps. J'ai toujours trouvé que cette distinction était un petit peu surannée. Moi, je joue avec les deux, c'est-à-dire à la fois avec le texte et en même temps avec mon corps. Donc ça, c'est pour l'idée du texte. Après, j'étais animé d'une forme de curiosité pour un autre moyen d'expression, une autre forme d'expression que peuvent être la danse et le chant. Et c'était pas du tout quelque chose d'acquis, ni d'inné chez moi. J'ai travaillé. Oui, alors là je vous interromps, pardonnez-moi, vous nous en avez donné une belle preuve dans la pièce de Yann Fabre, voilà. Le rapport de la perte, où vous assumez toutes ces fonctions sur scène. Et là, par exemple, c'est le rôle. Le rôle exige ça. Le rôle exige d'être capable d'interpréter et de chanter et de danser. Moi, je n'avais pas ça dans mes cordes. C'est-à-dire que au départ, j'avais jamais dansé vraiment ailleurs qu'en boîte de nuit. Et j'avais une fois chanté au théâtre, une fois chanté pour la bande originale d'un film, mais sans jamais avoir travaillé ma voix. C'est-à-dire que quand vous chantez sans avoir travaillé, il y a des faiblesses, on trouve qu'il y a du charme, il y a le côté l'acteur qui chante, voilà. C'était pas du tout ce qu'il fallait pour l'empreinte de la perte, il fallait vraiment travailler. Donc c'est ça, je suis entré là-dedans parce que j'étais curieux. J'avais envie de voir. Et puis avant tout, je suis acteur, mais je suis surtout interprète. Donc je suis capable d'interpréter une chanson, je suis capable d'interpréter une émotion avec des pas de danse. C'est cela qui m'intéressait, c'est-à-dire que à la fois ce sont des métiers très différents et en même temps c'est toujours la même chose. Je suis interprète, je ne serai jamais chanteur, je ne serai jamais danseur. J'ai aimé faire ça et c'était plutôt voilà, cette faculté, cette possibilité d'interpréter et voilà, après ça surprend parce qu'on est en France. Tout à fait. Aux États-Unis, d'ailleurs les Français ont toujours ce fâcheux complexe de dire les acteurs américains sont capables, eux, de chanter, de danser et de jouer. Je suppose qu'il y a des Américains qui ne savent pas le faire. Moi, je ne sais pas, je crois qu'il faut avoir l'envie d'aller aussi à un moment donné dans un autre monde, s'ouvrir, c'était une façon de s'ouvrir. Moi, j'avais pas du tout, on m'a posé la question de savoir si j'avais eu l'impression d'avoir fait le tour, de ce qu'était jouer. Mais pas du tout. Le jour où j'aurais l'impression d'avoir fait le tour, j'arrêterais. J'arrêterais, je ferais autre chose. Non, c'est juste que j'avais envie d'aller voir, et j'avais la possibilité d'aller voir ce qui se passait ailleurs, et j'avais envie d'aller voir. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que lorsque vous nous avez parlé
la vie quotidienne, la vie courante et la vie d'acteur. Est-ce que lorsque vous êtes en répétition ou en pleine représentation, ça change votre comportement dans votre vie quotidienne? Alors, au théâtre, oui. Au théâtre, oui, en général, parce que ça demande une rigueur, une exigence, une concentration, pour moi, très très forte. Donc, c'est vrai que dans ma vie, la répercussion que ça a dans ma vie de tous les jours, c'est une énorme fatigue. Je suis probablement plus irritable quand je suis au théâtre que quand je fais un film, par exemple. Et puis, il y a aussi surtout les expériences. C'est-à-dire que selon ce que je joue, je ne réagis pas de la même façon. Donc voilà, quand je jouais Chaise de Bond, évidemment, j'étais pas dans le même état que quand j'ai joué Quartet d'Einar Müller ou là récemment L'Empereur de la Perte de Yann Fabre, où là c'était particulièrement éprouvant puisque j'étais seul en scène. Et donc là, il y a effectivement un impact dans la vie. Au cinéma, c'est différent. J'ai l'impression qu'au cinéma, le rôle, une fois qu'on a découpé, il s'en va. Je ne vous obsède plus. Ça voilà, non. J'ai l'impression que je me sens plus facilement libre de cela. Et puis après, je rentre chez moi et je fais ce que j'ai à faire. Mais voilà, je sais que je me suis réveillé, par exemple, quand je jouais L'Empereur de la Perte, je me réveillais parfois en plein milieu de la nuit et il me fallait un certain temps avant de réaliser ce qui m'arrivait. Et en fait, j'étais en train de dire le texte. Ah oui. Et ça m'est jamais arrivé au cinéma. Alors parlons un peu avant de revenir plus précisément au cinéma, parlons un peu des relations que vous avez évoquées tout à l'heure, entre metteur en scène et acteur. Qui choisit quoi? Comment vient la rencontre? Elle est provoquée ou elle est subie enfin, comment ça se passe? La rencontre, elle n'est jamais subie. Elle peut être naturelle ou elle peut être provoquée. Vous pouvez rencontrer un metteur en scène par hasard dans un dîner, il vous trouve intéressant, il vous fait passer un scénar et vous acceptez de travailler avec lui. Ou alors, il vous choisit sur base d'essais, etc. Ou alors carrément, moi ça m'est arrivé une fois, d'avoir l'audace d'aller trouver solliciter vous-même. De dire voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Ça marche ou ça marche pas. Moi, ça a marché, il y a des gens pour qui ça marche moins. Donc voilà. Après, quant au rapport qu'il y a avec le metteur en scène, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est comme une danse. C'est une danse qu'on fait à deux. Le metteur en scène donne le rythme, le tempo, et en même temps, l'acteur peut en changer. Il peut décider d'aller plus vite, il peut décider d'aller plus lentement. C'est quelque chose de récurrent dans cette relation. C'est aussi comme une relation d'amour. Donc il y a l'amour du regard du metteur en scène face à son acteur, de l'acteur qui veut à tout prix satisfaire son metteur en scène. La notion effectivement d'objet, est-ce qu'on est son objet ou pas, est-ce qu'on accepte d'être l'objet? Moi j'accepte d'être l'objet du metteur en scène, ça me plaît d'être l'objet du metteur en scène, et en même temps, voilà, je ne sais pas si je suis en tant qu'acteur créateur ou créature. Je crois que la relation entre un metteur en scène et un acteur sur un film, c'est une co-création. Oui. Alors vous mentionnez le film et au théâtre, alors diriez-vous la même chose? Oui, c'est sensiblement la même chose. Ah oui, c'est sensiblement la même chose, la relation. Oui, alors on peut toujours, que ce soit au théâtre ou au cinéma, discuter avec un metteur en scène, mais il n'y a pas tellement de hiérarchie puisque c'est toujours le metteur en scène qui gagne. Donc on peut discuter, on peut essayer de négocier, mais au final, c'est quand même la vision du metteur en scène qui prime. Et on est, en tant qu'acteur, moi en tout cas, je me sens au service du metteur en scène ou du réalisateur, du cinéaste avec lequel je travaille. C'est pas une soumission, c'est juste une acceptation de mon rôle en tant qu'acteur. Et je trouve ça formidable. Et c'est absolument pareil au cinéma, au théâtre
et même, j'ai un peu plus loin, même dans la photo. Moi, quand je fais des photos, je trouve ça passionnant. C'est le même rapport. Comment entrer dans l'univers du photographe. C'est le même rapport, cette curiosité de l'autre. Être curieux des autres. Ça, je pense que c'est essentiel quand on est acteur. Très bien. Alors, justement, vous parliez des rapports avec... Vous évoquez les rapports avec les metteurs en scène. Dans votre art, il y a aussi des rapports qui parfois peuvent être dévastateurs ou mal vécus. Ce sont les rapports avec la presse et la critique. Qu'est-ce que vous auriez à en dire là? Moi, j'ai pas beaucoup de relations avec tout ça. C'est-à-dire, c'est pas ni de la froideur ni de la prétention, c'est juste que ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne lis pas les critiques. Je ne lis jamais les critiques. Les rapports que j'ai avec la presse, certains acteurs trouvent que faire de la promotion, c'est pénible. C'est sûr que c'est beaucoup moins agréable que de jouer, que ce soit devant des gens ou devant une caméra. Évidemment, la promotion, c'est pas le moment le plus agréable. Mais moi, je trouve ça particulièrement pénible. Tout dépend de la personne qu'on a en face de soi. Quand vous avez un journaliste qui a lu le dossier de presse, qui sait qui vous êtes, qui sait comment vous êtes, ça peut devenir très très intéressant et on peut nouer des liens avec ces gens-là. Quand vous avez quelqu'un, pour rester poli, à l'intelligence relativement faible ou au niveau socio-culturel relativement peu élevé, forcément ça peut devenir très pénible. Vous avez eu ce genre d'expérience? Ça m'est arrivé de rencontrer des journalistes qui étaient bêtes. Oui, c'est comme dans tous les métiers, il y a des gens pas très intelligents partout. Mais vous êtes quand même soucieux de l'opinion de vos amis. Oui, mais alors, pour revenir à la critique avant, je ne la lis pas parce que j'ai peur, je crois quelque part, qu'elle puisse m'influencer, que ce soit en bien ou en mal. Donc je ne la lis pas, je l'entends par contre, parce que forcément les metteurs en scène, eux, se ruent sur la critique très très vite, donc eux après vont me dire de temps en temps, sauf quand j'ai dit je veux surtout rien savoir. Et après, il m'est arrivé une fois de lire une critique après la session de la pièce, de lire les choses un petit peu, voilà, mais j'ai pas de relation, ça m'intéresse pas tellement. Je préfère les gens, après les gens du public. Après, quand vous me demandiez si j'étais soucieux de ce que pensaient mes amis, bien sûr. Alors eux, leur critique à eux est primordiale. De toute façon, moi, la critique des gens, elle est chez moi en 3 étages. Donc vous avez d'abord le rez-de-chaussée, c'est-à-dire les gens du public, les gens lambda, qui me disent « Oh là là, on a beaucoup aimé, vous nous avez émus, vous nous avez fait rire » ou « Oh là là, mon Dieu, c'était un ennui absolument terrible, plus jamais... voilà. Donc j'écoute, j'entends, voilà. Mais ça ne me transporte pas plus que ça. Et puis vous avez au 2e étage, dans mes amis, forcément le metteur en scène, qui est excessivement important, son regard est le plus important, et puis il y a mes amis du métier, c'est-à-dire mes amis acteurs, mes amis actrices, etc. Alors eux, évidemment, j'écoute tout, et puis au 3e étage, là il y a vraiment les gens du métier que je ne connais pas, qui ne sont pas des amis à moi, et pour qui j'ai une estime particulière, qui eux alors peuvent me faire des retours sur ce qu'ils ont vu dans un film ou dans une pièce. Voilà comment j'établis mon rapport. Mais c'est vrai que c'est super d'avoir ces 3 rapports-là. Voilà, parce que quand mes amis acteurs ou actrices me disent quelque chose, je l'entends, et puis en même temps, j'aime bien, je me dis oui, mais je joue pas pour des acteurs et des actrices, je joue pour des gens qui n'y connaissent rien. Alors quelquefois, il m'est arrivé d'avoir des acteurs qui disaient ce passage-là, vraiment, c'est pas terrible. Et puis, une dame qui disait oh, moi, c'était mon passage préféré. Alors il faut faire la synthèse, le mélange. Et ça permet de s'améliorer. Alors, justement, puisque vous évoquez ces 3 cas de figure, ces 3 strates, je voudrais vous faire entendre un témoignage. Je vais vous demander de prendre cette oreillette. Oui. Et puis je vous fais écouter quelqu'un qui parle de vous. Ah.
C'est une dame qui s'appelle Camille Leleu. Ah, Camille, oui. Alors, vous allez l'écouter. En fait, moi, j'ai connu Nono très très tôt parce qu'on a fait du théâtre ensemble dans l'humanité. Et c'était... il se demandait s'il était doué ou pas, il savait pas trop. Et chaque fois qu'il montait sur le plateau et qu'il terminait, tous les gens étaient complètement scotchés. Moi, il m'a bouleversée, il a bouleversé énormément de monde. Et je me souviens que des gens comédiens que je connais ont été lui dire à la fin d'un de ses premiers projets, quand il était tout jeune, ils lui ont dit mais toi tu dois faire du théâtre, tu dois même pas faire d'école, tu es incroyable sur la scène. Et il était complètement perdu, il me disait mais tu vois que c'est vrai, je sais pas. Et puis petit à petit les choses se sont mises et il a commencé à se lancer, il a été dans plein de directions différentes, il a essayé des choses parce qu'il a envie d'essayer plein de choses. Et au final, il se retrouve il a une réelle passion pour ça. Et je pense qu'il est tellement passionné qu'une école ou n'importe quoi pourrait pas, ça ne suffit pas, ça ne peut pas marcher, parce que c'est quelqu'un de tellement, ému par son métier, passionné par la vie, par les sentiments, par les acteurs, qu'il se laisse complètement porter là-dedans, de toujours en même temps dans la remise en question. Je n'ai jamais entendu me dire je suis merveilleux. Chaque fois il me dit regarde ce que j'ai fait, je ne sais pas, je l'ai senti, je me suis laissé porter, mais toujours dans un questionnement de est-ce que je suis dans le bon, est-ce que c'est juste, est-ce que je me suis posé les bonnes questions pour mon personnage. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec la carrière qu'il est en train de faire et le projet qu'il fait, il est quand même toujours dans cette attitude de petit garçon d'humanité quand je l'ai connu, qui se demande s'il est bon, s'il est juste, s'il touche les gens, s'il est dans la bonne histoire et s'il raconte bien l'histoire de son personnage aussi. Voilà. Ah, Voilà. mais c'est très 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 touchant. Très touchant, Très très touchant. surprenant. C'est oui. Un retour en arrière. Ben, Camille Deleu est une actrice que je connais depuis très longtemps. C'est une amie, mais c'est une actrice avant tout. Je la connais depuis que j'ai 16 ans. Donc, vous êtes connu en humanité. Voilà, au lycée. C'est quel niveau? C'est le lycée. C'est le lycée, voilà. On a passé notre baccalauréat dans le même lycée. On jouait au théâtre déjà ensemble. Et c'est vrai que je suis très 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 touché par ce qu'elle dit. Et c'est tellement vrai quand elle parle du doute permanent, de vos interrogations, de mes interrogations. Et c'est vrai que je suis en doute par rapport à la qualité de mon travail. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'usurper quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression d'avoir pris la place de quelqu'un. Je n'ai pas l'impression de ne pas être légitime dans mon métier, mais en revanche, je suis anxieux. En revanche, j'ai envie que les gens apprécient mon travail, que les gens soient touchés, que les gens soient absolument conquis par ce que j'ai fait. Pour le plus grand nombre, c'est-à-dire que ça ne m'a jamais dérangé qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, mais j'aime que la majorité des gens aiment. Et c'est vrai que j'ai forcément souvent sollicité Camille, puisque en plus d'être mon amie, c'est une grande actrice, donc avoir l'avis de quelqu'un qui a du talent, qui pour moi est quelqu'un de formidable. Voilà, mais c'est très touchant. Donc ça correspond bien à ce que vous veniez de nous dire sur vos... Bon, je ne parlerai pas de vos inquiétudes, mais à la fois dans votre passion pour ce que vous faites, ces interrogations et cette volonté de remise en question constante et régulière. Je pense que quand on fait ce métier et qu'on essaye de le faire du mieux possible, il faut savoir une chose, rien n'est jamais acquis. D'abord, on peut travailler puis ne plus travailler, ça de toute façon c'est une chose, une réalité. Et puis rien n'est jamais acquis, c'est ce que je vous disais au début. Vous pouvez être formidable au mois de janvier et être pitoyable au mois de mars. Donc, moi je me dis, il m'est arrivé effectivement d'être satisfait à la fin d'une tournée ou d'une saison, d'un moment au théâtre, ou à l'issue de la projection d'un film, satisfait de l'ambiance, des gens, etc. Je ne suis jamais satisfait de moi. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle dit, vous ne l'entendrez jamais dire « Oh là, je suis formidable et merveilleux ».
milieu. Je laisse ça à d'autres acteurs très connus. Moi, c'est pas... Voilà. Mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas dans ma personnalité que d'être auto-satisfait. Je trouverais ça un petit peu ennuyeux, non? Alors, vous nous avez parlé du texte, vous nous avez parlé de votre plasticité avec le metteur en scène, vous nous avez donné des représentations où vous nous avez montré vos qualités, vos dons pour la danse, pour le chant. Apparemment, vous aimez raconter des histoires. Alors pourquoi vous n'avez pas encore réalisé? Ou allez-vous un jour réaliser? C'est vrai que j'aime raconter des histoires. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier-là. Parce que c'est quelque chose de très plaisant, pour moi en tout cas, que de raconter des histoires. Alors, la réalisation, c'est tout autre chose. C'est un métier qui n'a pas grand-chose à voir avec le métier d'acteur. Je pense que je peux faire une direction d'acteur. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, je sais comment dire à un acteur d'être juste. De la réaliser, à avoir une vision, que ce soit au théâtre ou au cinéma, les metteurs en scène sont des gens qui ont une vision à 360 degrés sur tout le temps. C'est-à-dire, vous devez en même temps travailler avec le directeur de la photo, avec le son, avec tous les techniciens qui sont autour de vous, avec les acteurs. Vous devez choisir les lieux, vous devez décider si on fait un travelling avant, un travelling arrière, si je le fais en longue focale ou en resserré. C'est d'un fatigant. Et il faut une énergie et que je n'ai pas, enfin l'énergie si, mais pas là-dedans, et je n'ai pas ce talent-là. C'est pour moi vraiment, je n'ai pas ce talent-là, et j'aime trop, je crois, être porté par les metteurs en scène, me laisser quitter, me laisser aller. Camille Deleu le disait, me laisser porter, me laisser, voilà, comme une petite noix dans la rivière. Voilà. Ça me plaît tellement plus que d'être metteur en scène. Je préfère être dirigé que dirigé. Alors, j'ai 23 ans, quand j'en aurai 50, peut-être que la maturité aidant et le travail accumulé fera que j'aurai envie de raconter mon histoire. Mais aujourd'hui, quand j'ai envie de raconter des histoires qui ne me sont pas proposées, je me permets de les suggérer. C'est-à-dire que quand j'ai une idée de scénario, je dis à des amis à moi scénaristes, je dis j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses? Alors parfois ils me disent c'est super, parfois ils me disent non, pas du tout. Et les metteurs en scène, c'est pareil. Il peut m'arriver de lire un livre et de dire tiens, j'aimerais que tel metteur en scène en fasse quelque chose. Donc je vais réfléchir et puis peut-être un jour oser le proposer à ce metteur en scène-là. Mais moi, j'ai pas... Je crois que c'est un mélange de manque de courage et surtout de profond manque de talent. Alors, on revient à votre préférence pour la partie jouée par l'acteur. Est-ce que... Il y a une question qui m'interpelle toujours. Comment trouve-t-on sa liberté dans un rôle? Moi, personnellement, je trouve d'abord ma liberté en travaillant en amont, c'est-à-dire avant d'être en répétition. J'essaie de décortiquer le personnage, de le comprendre et ou de l'aimer follement ou d'avoir de l'empathie, selon si vous jouez un héros ou un profond-salaud. J'essaie d'un petit peu comme intellectualiser, si vous voulez, les choses avant, et puis après, une fois que je suis en plateau, moi j'intellectualise pas du tout, hein, je trouve ça d'ailleurs assez ennuyeux, les acteurs qui intellectualisent sur le plateau. Sur le plateau, moi je suis instinctif, c'est entre les partenaires et moi, le metteur en scène, etc. Après, tout dépend du personnage, comment trouver sa liberté dedans. Je crois qu'on ne la trouve pas, on la prend, on la vole, on travaille à lui faire dire le texte d'une certaine façon. C'est le moment jouissif où on entre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un d'autre qui doit lui trouver une liberté par rapport au texte, par rapport au contexte de sa vie, de la vie du personnage. Et puis après, il y a aussi la liberté par rapport au metteur en scène. C'est le metteur en scène est pour beaucoup
dans la liberté de l'acteur, mais dans la liberté du personnage aussi, le scénario et le metteur en scène. Après, moi, en tant qu'acteur, j'aime la liberté de un petit peu contrôler, c'est-à-dire que j'aime quand le metteur en scène donne un cadre, et moi je trouve ma liberté dans ce propre cadre. J'aime pas tellement les metteurs en scène qui vous font improviser. Moi j'aime bien quand la liberté surveillée. Voilà, en quelque sorte. J'aime quand les choses sont construites. Vous savez, Isabelle Huppert dit à un acteur, c'est un petit peu comme un papillon pris dans un filet. C'est-à-dire qu'il y a la liberté du papillon, et en même temps, le filet, c'est le texte, le contexte, le metteur en scène. Je trouve ça une très belle image, mais c'est à la fois prison et protection. Alors. Complètement. Complètement. Et moi, j'arrive à m'épanouir, moi, et à trouver ma liberté là-dedans. C'est pour ça que je n'ai pas envie de devenir metteur en scène. Si j'avais envie de tout contrôler et d'être complètement libre, je choisirais ces choses-là. Mais après, je suis libre en tant qu'acteur autrement, ne fût-ce que par les choix de mes projets. Alors, juste une question un peu brutale. Préférez jouer les méchants ou les gentils? J'ai pas joué beaucoup de gentils. J'ai pas une tête de gentil, enfin, je n'inspire pas les metteurs en scène dans des choses de gentil, c'est-à-dire dans une forme de bienveillance ou d'héroïsme. C'est-à-dire que moi, en général, je suis plutôt la force obscure que le héros. Et ça me plaît. Je n'ai pas le physique non plus d'un jeune premier. Je crois qu'un jour, j'aimerais bien essayer d'être un héros. Un héros, oui. Je ne sais pas. Peut-être que ça m'intéresserait d'essayer un jour, mais je m'épanouis pleinement dans les méchants. En tout cas, dans les choses plus sombres, plus obscures. Ce qui ne veut pas dire... Quand je dis les gentils, c'est vraiment... En fait, je crois que c'est parce que j'ai jamais joué de vrais héros. Ou alors, ils étaient méchants. J'ai joué Richard III. Donc c'est un héros, mais c'est quand même pas la personne la plus sympathique qu'on puisse rêver de croiser. À côté de ça, dans le film d'Antoine Guillot, Le reflet de mes yeux, le personnage de Raphaël est un gentil. Il y a une forme de douceur, de naïveté chez lui qui est plutôt plaisante à interpréter. Mais c'est vrai qu'autrement, on me choisit en général plutôt dans des choses plus brutales. Alors pour aller un peu plus loin et peut-être un peu plus personnellement, mais méchant ou gentil, qu'est-ce qui vous ressemble le plus quand même, au fond de vous-même? Qu'est-ce qui me ressemble le plus? C'est une question très étrange. Ça dépend des gens et ça dépend des moments. Donc, il y a des jours où j'ai l'impression, et ça peut quelquefois être de façon très, très violente, et le métier d'acteur permet d'exprimer d'ailleurs ces violences, j'ai quelquefois l'impression d'être quelqu'un de profondément méchant. C'est-à-dire quelqu'un de capable de faire beaucoup de choses pour arriver à mes fins. Et il y a des jours où je peux me mettre dans de tels états pour des gens, me tracasser follement parce qu'ils ne vont pas bien, ou parce que pour eux la vie est un petit peu plus compliquée que pour la mienne, et je me dis quand même, non, tu n'es pas si méchant que ça, quand même, tu es profondément gentil, profondément intéressé par l'autre. Je crois que je suis un mélange des deux. C'est pas, je crois que dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir, on n'est pas méchant ou gentil, on est les deux. Je crois par contre que ce que je dégage au premier abord est quelque chose effectivement de plus distant, plus froid, que quelque chose de chaleureux. C'est-à-dire que je m'en rends compte par mon métier, je m'en rends compte parce que très tôt, c'est-à-dire vers 15 ans, quand j'ai eu conscience de cette image, j'en ai parlé à des vrais gens, comme Camille Deleu, encore une fois, qui m'ont dit, bah oui, c'est ce que tu peux dégager. Après, les gens qui me connaissent, voilà, voient autre chose. Mais c'est vrai que, au premier abord, je comprends les gens qui me disent, on n'a pas forcément envie de te taper dans le dos. Tout à fait. Alors,
Juste une question un peu à brûle pour point comme ça. Quel a été votre dernier coup de cœur artistique? Cinéma, théâtre, peinture, lecture? Dans chaque catégorie? Pas dans chaque catégorie, la plus forte, la plus récente. La plus récente. Ou la plus forte. Alors, au cinéma, j'ai vu un film que j'avais vu très très jeune et que j'ai revu récemment, qui est Police de Piala, qui me provoque toujours autant d'effets, que j'aime toujours autant. Après, je vous parlais de Rivette tout à l'heure. J'ai une passion pour la Belle Noiseuse. Je trouve que c'est un film absolument délicieux. Ah oui, et puis récemment, j'ai complètement oublié. Hier, j'ai découvert le groupe d'un ami à moi qui s'appelle Loïc Buffet, et il a un groupe de musique qui s'appelle The KK. K-A-Y, K-A-Y, ça ne veut absolument rien dire. Et c'est très très bien. Ça m'a transporté pendant 1h30. Donc c'était dans un trou perdu dans la montagne, je crois que j'allais jamais y arriver. Et c'était vraiment tout ce que j'aime, en tout cas, voir, c'est-à-dire de l'émotion dans la voix. Et c'est toujours, en plus, quand c'est un ami, c'est toujours agréable de voir quelqu'un s'épanouir, un petit peu comme une fleur qui s'ouvre sur scène. La différence qu'il peut y avoir entre la personnalité de quelqu'un dans la vie et ce qu'il est sur scène. Voilà, ça c'est un bon coup de cœur. C'était hier soir à 1h du matin. Voilà. Bien, alors on passe à autre chose, Noémie. Nous essayons d'installer une tradition dans cette émission, de vous soumettre à un questionnaire. Ah. Alors, vous avez le choix pour ce soir entre 2 questionnaires. D'accord. Vous pouvez subir le questionnaire de Proust ou vous pouvez subir le questionnaire de Bernard Pivot. Lequel allez-vous choisir? Je ne connais pas celui de Bernard Pivot, alors je vais prendre celui de Bernard Pivot. Très bien. Alors, je vous pose des questions. Oui. Quel est votre mot préféré? De la langue française. Bien entendu. Cécité. J'aime bien cécité. Je trouve que l'acteur avance toujours un petit peu comme en état de cécité. C'est toujours un peu... On se laisse guider. Enfin, on est plus borgne qu'aveugle. On a un œil pour voir et l'autre, c'est l'œil du metteur en scène, sa caméra. Cécité et... Qu'est-ce que j'aime d'autre? Longévité. Longévité. Longévité, je trouve ça assez joli, longévité. Alors, à l'inverse, le mot que vous détestez, ou les mots, vous avez droit à 2. Alors, le mot que je déteste par-dessus tout, c'est excrément. Je trouve ça horrible. Excrément. C'est assez laid dans sa sonorité. C'est quelque chose que je déteste. Et un autre mot... Vous pouvez n'en avoir qu'un. Oui, Il faut reconnaître que celui-là est assez fort. Déjà. Voilà. Peut-être que j'en trouverai un autre, mais voilà. Alors, votre drogue favorite ou vos drogues favorites? Le chardonnay, le vin blanc. Mais j'aime le vin, j'aime le bon vin. Donc, j'aime le bon vin blanc, j'aime le bon vin rouge, j'aime le vin. Une autre drogue, le cinéma en général, le cinéma, le théâtre. C'est une bonne drogue, c'est une très bonne drogue. Un peu moins bonne, fumer une cigarette, c'est quelque chose que j'apprécie. Oui. C'est pas une très très bonne drogue, mais c'est comme ça. Mais voilà mes drogues préférées. Rien d'exceptionnel, quoi. Le son ou le bruit que vous aimez? L'eau qui coule dans la baignoire, quand le bain est presque rempli et que vous y avez mis de la mousse. Alors il y a le bruit de l'eau qui coule du robinet, il y a le bruit qu'elle fait quand elle arrive dans la baignoire, et en même temps le bruit de la mousse
crépite un petit peu. Ça, je trouve ça très agréable. Très bien. Toujours à l'inverse, le son ou le bruit que vous détestez. Les mobylettes quand elles ont un trou dans le pot d'échappement. Ah, c'est une réponse Ça, que j'aime. ça me rend hystérique. Votre juron, votre gros mot ou votre blasphème favori? Putain, bordel, fait chier. Bien, tout y est. Si vous étiez autorisé à illustrer un billet de banque, quel est l'homme ou la femme que vous choisiriez? Basquiat. Basquiat. Ouais. Le peintre Basquiat. Ouais. Bien. Le métier que vous n'auriez jamais aimé faire? Oh, il y en a plein. Éboueur, ça m'intéresse pas tellement. Le métier vraiment que j'aurais jamais, que je pourrais pas faire. Oui. Et les gens qui travaillent dans les abattoirs. Et caresseur. Voilà, ça je peux pas. Oui, je vous comprends. Bien, si vous étiez autorisé à vous réincarner, dans quelle plante, quel arbre ou quel animal vous auriez aimé vous retrouver? Ah, c'est bien ça comme question. Alors je vais répondre aux trois. En plante, en azalée, un arbre, un baobab, et un animal, un chat. Bien entendu. Bien. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort qu'il vous le dise? T'as fait du bon boulot. J'aimerais ça. Vous aimeriez assez ça? Ouais. Bien, merci beaucoup. Avant de nous quitter, Noémie, une dernière question. Quelle est la dernière fois où vous avez menti? C'est une bonne conclusion pour une émission culturelle. Dernière fois que j'ai menti. Je dois pas dire pourquoi. Je dois juste dire quand. Si vous avez envie de dire pourquoi, vous pouvez. Mais vous n'y êtes pas obligé. La dernière fois que j'ai menti, hier, un ami qui est très anti-tabac et qui m'a demandé si j'avais complètement arrêté de fumer, j'ai dit oui, alors que c'est pas vrai du tout. Bien. C'est presque un péché. Oui, j'aime bien l'idée d'être un pêcheur. Bien. Eh bien, ce sera notre conclusion. Merci Noémie. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et je sais que vous avez des projets importants qui sont en train de se mettre en route, en particulier avec le metteur en scène Antoine Millot. Nous vous souhaitons une très bonne route. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonsoir.